Iconoclast, nous sommes une école de vente en 4 mois qui forme à tous les métiers, du coup de la vente B2B et du business développement. On a aussi une formation en ligne qui s'appelle Iconoclast Academy qui est pour les entrepreneurs, pour les gens qui sont déjà en activité. Il se trouve que Oussama a accompagné des centaines d'entrepreneurs à succès depuis 2012. Il a aussi été exposé à la culture sales, notamment américaine dans la vallée, qui est assez différente en termes d'état d'esprit ici. C'est pour ça qu'il est intervenu plusieurs fois chez Iconoclast pour venir nous parler de vente et d'état d'esprit. Et l'idée aujourd'hui, ce serait vraiment d'avoir son retour d'expérience sur les points communs finalement aux entrepreneurs qui réussissent en termes de vente, de succès commercial, quelle qualité ils partagent et surtout, comment s'y mettre quand on démarre, quand on est founder, quand on est premier sales dans une boîte. Souvent, on part de rien et il y a tout à faire et il y a il y a peu de formations à part des retours d'expérience aujourd'hui qui existent. Comme d'habitude, on va faire, allez, je pense, maximum 40 minutes de conférence live avec des questions-réponses. Et ensuite, on gardera un temps pour toutes les questions-réponses, en tout cas un maximum, qui ne peuvent pas être prises dans le flow. Vous pouvez les mettre dans le chat, soit on les prend dans le flow de la discussion, soit Sacha s'occupe de vous répondre directement ou de les garder pour la fin. C'est parti, Oussama, on va te laisser te présenter quand même. Donc, je m'appelle Oussama Amar, j'ai créé une société qui s'appelle The Family. On accompagne une centaine de startups tous les ans et on les aide en général entre le moment où ils ont l'idée et leur premier tour de table institutionnel. Donc nous, notre métier, c'est vraiment d'aider les gens à démarrer. On a aidé plus de 700 startups. Elles ont levé maintenant plus de 1,3 milliard collectivement. Donc on a vu passer pas mal de deals. C'était une question? Non, c'était pas une question. Oui, donc voilà. Et première question, juste pour entrer dans le vif du sujet, parmi tous les entrepreneurs que tu as accompagnés, c'était qui le meilleur sales? C'est lequel qui t'a le plus marqué en termes de succès commercial et de celui qui était le plus impressionnant ou celle d'ailleurs? Ah, c'est dur là. C'est dur. On est censé aimer tous ces enfants de la même façon, quoi. Je sais pas si on a le droit d'avouer comme ça en public. Certains sont meilleurs que d'autres. Et non, il y en a. Alors, franchement, il y en a beaucoup. Je pense que la capacité sales, c'est quand même une qualité essentielle de l'entrepreneuriat. Même si là, cette transition Covid a un peu bouleversé les choses. Les gens qui sont très très forts en sales à l'écrit ne sont pas les mêmes que ceux qui sont forts dans une pièce avec du charisme. Grosso modo, en ce moment, pièce / charisme, ça sert à rien. Donc, ça a un peu rebattu les cartes. Mais allez, les prix sales en B2C, Nicolas Van Riemen de Menu Next Door, Ok. qui est un Belge extraordinaire. Enfin, lui, son équipe en sales, ils sont tellement sales que quand tu déjeunes avec eux, ils se vendent des trucs entre eux, quoi. Ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et en B2B, sans doute Charles Thomas de Comet. Sans doute Charles Thomas de Comet qui est vraiment très, 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 très fort. Et pourquoi? Enfin, c'était quoi leur particularité? Qui partagent certainement avec d'autres, hein. Alors, grosso modo, un bon sales, c'est une capacité à savoir, c'est savoir faire plusieurs choses à la fois. C'est savoir écouter d'abord. Donc, c'est des gens qui mettent à l'aise, qui donnent envie de leur parler. C'est des gens qui savent connecter sur d'autres dimensions que la dimension commerciale. Ils ont suffisamment d'empathie pour connecter à un niveau personnel. Ils donnent l'impression qu'on est amis alors qu'on se connaît depuis 20 minutes. Et ça, c'est un vrai talent à développer. Et puis, ils sont très disciplinés et très consistants. Donc, ça demande de la consistance. Ça demande de ne jamais lâcher, de toujours recommencer. Donc évidemment, ce n'est pas des qualités très courantes. Ok. Bon, ensemble. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs qui font toujours différemment des autres? Pas vraiment.
Disons qu'en fait, les gens cherchent toujours des secrets, alors que ce qui est dur, c'est de faire l'évidence avec répétition et consistance. Par exemple, les gens me demandent toujours c'est quoi le secret pour faire une bonne boîte. Bah, je peux vous le révéler, il est très simple, hein. Il suffit de faire quelque chose que les gens veulent. Euh, donc, c'est pas compliqué dans le concept. Ce qui est dur, c'est que cette simplicité, elle demande énormément de talent et de travail. Pour être un bon sales, la méthode, elle n'est pas dure. Il n'y a pas de secret. Il y a pas... Si vous appliquez n'importe quel des 10 conseils que vous entendez en ligne sur comment être un bon sales, vous vous en sortirez bien. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de pratique pour y arriver, en fait. Et donc, les gens pensent qu'il y a des secrets, alors qu'en fait, il n'y a que de la méthode. Et la méthode, elle vient de la pratique. Et la pratique donne de l'expérience. Et l'expérience, si elle est suffisamment intense, donne quelque chose qui est réplicable, en fait, et qui nous fait grandir. Mais il y a rarement des secrets, en fait. Il y a rarement des tricks, il y a rarement des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, hein. Ok, ok, Les, ok. les grandes boîtes, les grands sales, les grands ingénieurs, ils sont en général très boring, hein, sur comment ils en sont arrivés là, hein. En Ouais, général, leur histoire se résume à bah oui, je voulais faire un truc, je l'ai fait suffisamment de fois pour que ça finisse par marcher, quoi. ouais. Et j'ai beaucoup taffé, quoi. Et tu as quand même dit un truc intéressant, c'est que le Covid a rebattu pas mal les cartes. Est-ce que, est-ce que tu aurais quand même, tu as dit qu'il y avait, on pouvait trouver des listes de 10 choses à faire sur Internet, etc. Mais est-ce que toi, tu aurais les trois meilleurs réflexes de vente que tu as observés des meilleurs entrepreneurs que tu as accompagnés avant le Covid et justement les choses qui ont un petit peu changé et peut-être les nouveaux réflexes à adopter après Covid? Bah, avant Covid, tout était une question d'investissement dans la relation personnelle. Donc, c'était la capacité à prendre un avion, à aller sur place, à voir les gens dans la même pièce. C'était très animal, en fait, la boîte. Puis c'est une énergie plus importante et plus il fallait y mettre de l'intuition personnelle. Là, maintenant, je sais pas, là, on est tous sur Zoom. Euh, il y a la moitié, enfin, qu'est-ce que je raconte? Les trois quarts des gens qui n'ont même pas activé leur caméra. Euh, c'est un monde très différent, quoi. Donc, on est passé d'un monde où le règne du charisme, on va dire, quasi animal, phéromone. On est dans une pièce, je te lâche pas, je pense que c'est bon pour toi. À est-ce que je suis capable d'écrire le bon email à la bonne heure, etc. Et donc, post-Covid, moi, ce que je remarque, c'est que c'est une capacité à être articulé, précis euh, et asynchrone, en fait. D'être capable d'être dans l'esprit des gens sans être avec eux. Et pour le coup, c'est pas du tout les mêmes gens, hein. Alors, il y a des gens très doués qui passent de l'un à l'autre, mais, mais par exemple, moi, les conférences sur Zoom, ben, je les fais là avec vous et tout, mais ça me fait chier. Je veux dire, non, mais soyons honnêtes, enfin, ça n'a pas 1% de ce qui peut se passer quand il y a 200 personnes dans une pièce, qu'on sent l'énergie, qu'on a Énergie. du feedback, qu'il y a des gens beaux dans l'audience. Je veux dire, en caméra, là, vous avez l'air tous moches. Même si vous êtes beau, ça marche pas, en fait. Déjà, activez vos caméras. Déjà, il y avait une demande, je crois. Euh, Non, non, mais je m'en fiche. Mais si vous préférez pas l'activer, l'activez pas, je m'en fous, en fait. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, le convoi d'énergie, le Covid a beaucoup changé les choses. Alors, par contre, il y a des avantages extraordinaires. Par exemple, OK, on perd en énergie et tout, mais moi, cette année, j'ai fait une soixantaine de conférences dans des universités américaines sans prendre l'avion. Donc, il y a forcément, c'est pas 100% perdant, mais c'est sûr que ça demande de réapprendre à faire les choses et tout. Par exemple, moi, je me suis mis à faire des slides. J'aurais jamais cru faire des slides un jour dans ma vie, quoi. Mais en fait, c'est pas mal de faire des slides quand tu fais une conf en ligne. Ça permet de structurer, les gens peuvent être concentrés, ils ne voient pas que ta tronche. Et si on continue dans ce monde-là, alors c'est un peu marrant parce que c'est un monde, on ne sait pas trop s'il va finir, pas finir.
Il y a un an, on se disait, bon, au pire, ça va durer 6 mois. Là, on vient de fêter notre premier anniversaire. Maintenant, il y a les super mutants qui arrivent. Tout ça ressemble quand même à un très mauvais film. Hein. Ouais. Il y a un côté, le scénariste est claqué. Et donc, si ça dure encore, bah, va falloir faire des choses. Alors, moi, je vois des trucs apparaître, c'est tous ces outils qui permettent de dynamiser les presses, de rendre les présentations commerciales plus dynamiques et tout. Forcément, en fait, va falloir trouver des nouveaux moyens de faire des wow effects. Quoi. Ouais. Mais justement, on espère vraiment bientôt te revoir sur une vraie estrade, mais Ouais, avec nous en physique. Mais en attendant, j'ai noté que tu donnais quand même le conseil de… Limite, je devrais avoir un peu un tableau qui structure notre propos, quand même quelque chose d'interactif pour que on se voit et qu'en plus on ait une sorte de presse ou quelque chose de… Est-ce que tu as ouais. d'autres conseils? Tu as fait quand même 60 conférences aux US, normalement ils sont un peu en avance. Est-ce qu'il y a des trucs un peu waouh qui Bah, permettent malgré le Zoom que ce soit bien? bah, non, pas grand-chose. Après, alors, le fait que ce soit plus structuré, d'avoir relativement un bon micro, c'est des trucs à la con, hein, mais parce qu'en fait, je sais pas pourquoi Apple, ils ont décidé de pas investir dans les micros. Je veux dire, les mecs qui sortent en pleine pandémie un ordi et ils mettent une caméra pas HD et pas de micro. Enfin, c'est vraiment, il n'y a que Apple pour faire ça. C'est vraiment, je m'en bats les couilles de vous tous. Allez tous crever. Ensuite, je pense que il faut aussi changer de format. Par exemple, les confs euh, un peu spectacle, un peu show, moi, je les ai énormément remplacés par des Q&A. Alors, la France, c'est un peu plus compliqué. Les gens ne posent pas forcément de questions, mais, euh, mais c'est un format génial pour être dans l'action et répondre, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas quelqu'un qui présente et les gens qui regardent, c'est de réussir à faire quelque chose d'un peu plus interactif et donc de se poser des questions que pas forcément on se poserait dans une salle ou en live, etc. Donc tout ça, en fait, le changement, il est permanent, il est constant. Faut apprendre à s'adapter, faut avoir assez peu de nostalgie et il faut avancer. Et puis surtout, encore une fois, personne ne sait combien de temps ça va durer. Quoi. Ouais. En tout cas, c'est bien noté pour les Q&A. On va assez rapidement ensuite se mettre au Q&A. Prépare-toi parce qu'il y a quand même 318 personnes en live. Donc, on va après passer au format Q&A. Préparez vos questions, les amis. On continue un petit peu, puis on y passe vers 30, même s'il faut. Juste quand même, il y a, avant comme depuis le Covid, il y a quand même des pièges. J'imagine que tu vois aussi des biais ou des pièges dans lesquels tombe pas mal de monde, pas mal de CEO qui sont les premiers vendeurs de leur boîte ou des head of sales. Est-ce que tu aurais les deux ou trois pièges que tu as trop observés et que tu dis, bah non, stop là, il faut arrêter quoi. Écoute, c'est dur. En fait, encore une fois, c'est dur de répondre au-delà du bon sens. Mais la question, c'est pourquoi. Essayons plutôt de réfléchir à pourquoi les gens n'ont pas de bon sens. Alors, souvent, quand tu essaies de faire quelque chose, tu as toujours l'impression de l'extérieur que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et donc, tu te dis, en fait, il faut que je trouve la bonne route, le bon raccourci, etc. Donc, il y a quand même une culture du truc et astuce qui est pas évidente, hein, qui rend les gens un peu fous. D'ailleurs, il y a une chaîne sur TikTok que j'adore. Il y a un mec là sur TikTok qui se fout de la gueule des gens qui ont des trucs et astuces débiles. Et le mec, il met un gant, je sais pas quoi, pour prendre sa canette, puis lui, il ouvre la canette. Je comprends pas. Et c'est vrai que les do-it-yourself de trucs et astuces sur YouTube, quand tu les regardes, souvent tu te poses la question, ok, mais pourquoi en fait et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours cette recherche de l'optimisation, de la performance, etc., qui est beaucoup moins importante que la vraie recherche de la consistance. Et la question, c'est comment on cherche de la consistance et comment on fait en sorte de se mettre dans un cycle où on apprend des choses relativement profondes et relativement simples. Mais il n'y a rien de mieux pour ça que la répétition. Et la répétition, souvent, elle crée l'ennui. Et c'est le problème, c'est que les gens ont besoin de, d'avoir des motivations externes au cœur de leur job. Mais il ferait peut-être mieux de se poser la question d'en trouver un où ils n'ont pas besoin de ce genre de choses. Si vous n'aimez pas prendre votre téléphone, parler aux gens et les convaincre,
d'une façon aussi simple que ça. Peut-être qu'en fait, les sales, c'est pas pour vous, c'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour être sales. Mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Et encore une fois, quand on reprend ce qu'est être un sales, c'est écouter pour comprendre ce que les gens veulent et leur donner ce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont encore besoin, quoi. Et c'est cette capacité à créer un dialogue et à rentrer dans la tête des gens qui fait qu'on est un bon sales, quoi. Ok, ok. Et justement, tout le monde ne veut pas être sales, mais parfois, tu es quand même, t'en as pas encore embauché ou tu es quand même solo entrepreneur, etc. Et tu dois t'y mettre. Et tu te dis, bah, un jour, j'embaucherai, mais je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que on a bien compris qu'il fallait faire de la répétition, du bon sens et bosser sur quelque chose que j'aime, en tout cas. Mais est-ce que tu aurais quand même, genre, je sais pas comment commencer, peut-être des étapes pour s'y mettre et aussi quelques compétences hard à développer? Est-ce il y a plein de choses? Est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que je sois à tout près un pro du cold mailing, un pro de la négo? Est-ce que tu aurais des étapes et des compétences à recommander aux gens qui devraient s'y mettre à travailler un peu, quoi? Bah, alors, le cas du fondateur qui a besoin de se mettre au sales et qui n'est pas bon en sales, c'est mine de rien un cas peu courant. Parce qu'en fait, mine de rien, assez naturellement, les entrepreneurs sont dans une démarche de vente dès le début de leur projet. Parce qu'ils doivent se convaincre eux-mêmes, ils doivent convaincre leurs copines, ils doivent convaincre leurs parents, ils doivent convaincre. Alors, il y a des gens qui sont mauvais en pitch, mais ils ne sont pas mauvais en sales. Et alors, c'est deux sujets différents. Parce que le pitch, c'est la capacité à rendre une histoire vraiment agréable et le storytelling. Donc, la capacité au storytelling, ça s'apprend et ça peut se travailler. Et la meilleure façon de le faire, c'est de regarder les gens qui le font le mieux au monde, à savoir les Américains et les startups américaines, quoi. Et ça, c'est comme quand on regarde tous les films Pixar, on finit par comprendre un mécanisme d'une bonne histoire, quoi. Et un bon. Alors, ce qui est fou, c'est que les bons pitchs, ça marche comme les contes de fait. La structure narrative du conte, c'est la structure idéale pour un pitch. Ok. Situation initiale, éléments perturbateurs, aventure, résolution et bouquet final. Ouais. Euh, Nouveau monde. la façon dont tu racontes Blanche-Neige et les sept nains, c'est exactement la même dont tu vends Google ou Facebook, en fait. C'est vraiment la même structure narrative. C'est une structure narrative extrêmement efficace. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Reprenez vos cours de troisième sur la structure narrative du conte. Vous suivez ça, vous verrez, c'est incroyablement efficace. Après, les sales, c'est autre chose que le pitch, parce que quand on est un fondateur, souvent on manque de confiance en soi. La raison pour laquelle les fondateurs sont des mauvais sales, c'est parce qu'ils se disent mon produit n'est pas prêt, encore une feature, ah mais c'est trop cher, ah il faut que je baisse le prix, ah machin. Et ils ne comprennent pas en fait que c'est un sujet de consistance et c'est un sujet de répétition jusqu'à trouver le bon client. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se donner des contraintes un peu extérieures. Quand on se met à faire quelque chose de nouveau, il n'y a rien de mieux qu'avoir une deadline extérieure. Donc, par exemple, moi, les fondateurs, je les force en disant, voilà, il faut faire une vente par semaine. Quand ils arrivent à faire une vente par semaine, je leur dis, il faut en faire une par jour, puis deux par jour. Puis comme ça, petit à petit, en fait, ils finissent par comprendre les mécanismes. Ouais. Et si tu es intransigeant sur le fait que tu essaies d'avoir un objectif atteignable comme faire une vente par semaine, bah, tu finis par parler à tout le monde, tout essayer, etc., jusqu'à décrocher ta vente, en fait. Et après, ça te paraît beaucoup plus. Ok, ok, ok. Donc, si je récapitule, il y a le côté savoir pitcher qui est hyper important, mais qui n'est pas du tout forcément la même chose que savoir vendre. Et pour savoir vendre, se fixer des objectifs récurrents et ensuite, c'est tout mettre en ordre pour contacter suffisamment de personnes, pour avoir suffisamment de rendez-vous, pour faire suffisamment de ventes. Et c'est Exactement. du taf, quoi. Ne jamais sous-estimer que augmenter le nombre de leads, c'est beaucoup plus efficace comme méthode qu'augmenter le taux de conversion. Ah, ok, intéressant. Donc, ton KPI principal, toi, c'est plutôt une obligation de moyens, c'est-à-dire le nombre de personnes à qui je vais parler, que Ouais, essayer de dire il faut à tout prix que je convertisse mieux chaque rendez-vous. ouais, exactement. Ok, ok, ouais, ça a du sens d'un côté. Faut mettre du rythme. Et En fait, le taux de conversion, d'abord, il est dynamique, il ne se maîtrise pas. Il ne faut pas oublier que les gens sont quand même relativement des moutons.
et qu'on achète parce que d'autres gens ont acheté. Donc, le problème, c'est que passer beaucoup de temps à essayer de convaincre quelqu'un, c'est perdre beaucoup de temps face à une résistance qui n'est pas forcément le bon timing. Alors que si tu augmentes le nombre de leads, même avec un taux de conversion bas, tu finis par faire des ventes. Et le nombre de leads, contrairement au taux de conversion, c'est mécaniquement maîtrisable. Tu peux maîtriser combien tu as de leads et tu peux maîtriser ce que tu veux en faire. Donc, tu peux te dire, aujourd'hui, si je parle à 10 personnes, c'est dans mon pouvoir de parler demain à 20. C'est musculaire. Alors que te dire être 2 fois plus convaincant, c'est pas mesurable. Donc, à la fin de la journée, vaut mieux booster les leads que booster la conversion. Et du coup, tu recommanderais de faire plus de volume? Parce qu'il y a tout le temps un peu le cerveau qui peut vriller en disant je dois en même temps être quali et en même temps faire du volume. Et il y a pas mal de. On revient un peu des stratégies de gros volumes, parce que maintenant, il y a la GDPR, il y a plein de choses qui font que. Il y a en même temps, j'ai l'impression, une voix qui dit bah, soyez quali et en même temps, quand même, faites du volume, quoi. T'en penses quoi? Il y Ouais, a un alors équilibre à trouver. c'est une tension. Il faut tester cette tension pour voir ce qui se passe. Mais il faut mieux la tester du côté du volume que du côté de la qualité. Ok. Et comment on gère les En noms? fait, quand tu pousses sur le volume, il y a un moment, tu craques parce que tu t'as été trop loin. Et c'est plus simple d'aller en arrière et d'être au bon niveau que de le faire du côté de la quali. Ok. Parce que la quali, c'est un gouffre sans fin. Tu peux toujours faire plus qualitatif. Je veux dire, un email, tu peux le réécrire 100 fois. Et si demain tu te dis je vais le réécrire 200 fois, tu ne peux pas savoir si ça va apporter de la valeur ou pas. Alors que le volume, il y a un moment, tu te rends bien compte que c'est trop en fait. Ouais. Et que tu n'es pas assez précis et que tu n'es Ouais. pas assez pertinent. Ok. Donc le volume, ça a une bonne feedback loop. La qualité, ça n'a aucune feedback loop. Donc Euh, il faut juste optimiser la qualité par rapport au volume. Ok, bah, c'est super intéressant parce que tu parles de feedback loop. Justement, toi, est-ce que tu as une manière de gérer les noms ou un truc à conseiller aux gens qui. C'est dur de se prendre des noms ou des refus au début. Ouais, alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Les gens qui disent c'est dur de prendre des noms. En fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre dans quel monde ils vivent. Parce qu'en fait, c'est chaud quand même. Hein. Je veux dire, ce qui est normal et naturel, c'est le non. Ça ne devrait pas être le oui. Ça montre quand même qu'à la base, les gens ont une telle opinion d'eux-mêmes et une opinion tellement haute qu'ils pensent que ce qui est naturel, c'est qu'on leur dise oui. Et ce qui est naturel, c'est qu'on vous dise non. Enfin, faut pas déconner. Je veux dire, et en fait, cette incapacité à voir que le non est naturel et que le oui est la bonne surprise, ça crée des déprimes, ça crée de la démotivation, etc. Mais moi, je pense que c'est fondamentalement un problème de perception du monde et de perception de sa propre valeur, en fait. Je ne sais pas si les gens, je sais pas si c'est notre génération qui a reçu une éducation trop centrée et individualiste et on nous raconte tellement qu'on est trop fort, trop spécial, qu'on y croit, en fait. Et donc, quand on arrive dans le vrai monde et qu'on se rend compte que tout le monde s'en fout, je veux dire, c'est quand même étonnant quand quelqu'un achète quelque chose. Parce que acheter quelque chose, c'est prendre du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce problème, mais une journée, c'est 24 heures. OK? Donc, les gens, ils dorment entre 6 et 8 heures. Ils mangent entre 1 et 4 heures. Ils travaillent entre 6 et 8 heures. Peut-être 10 heures, certaines personnes. 12 heures pour d'autres. Mais grosso modo, le temps libre des gens, c'est entre 1 heure par jour et 4 heures par jour. Les chanceux, ils ont 4 heures par jour. Et là-dedans, il faut tout placer. Les gens, ils placent leur vie sexuelle, leur vie affective, Netflix, la dernière série qui est sortie, les jeux vidéo, les loisirs, les hobbies, les passions. C'est chaud, hein. Et vous arrivez avec votre produit. Salut. Alors, il faudrait me faire de la place. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes en concurrence. Souvent, les gens, ils pensent que la concurrence, c'est les gens qui font la même chose qu'eux. C'est pas ça la concurrence. La concurrence, c'est tout ce qui prend du temps de cerveau qui fait que les gens n'ont pas envie de réfléchir à votre sujet. Et c'est là que vous vous rendez compte que c'est dur de se rendre. Donc les noms, c'est plutôt. Enfin, si les noms vous démotivent, ça veut dire que vous n'êtes pas bien réglé au niveau de.
de l'opinion que vous avez de vous-même. Ok, ok. Merci beaucoup. Juste dernière petite question avant de passer à la phase beaucoup plus interactive, parce que je vois qu'il y a déjà énormément de questions dans le chat. Est-ce que toi, tu as observé depuis le Covid, peut-être, enfin en tout cas depuis 1 ou 2 ans, des nouveaux canaux de vente? Parce qu'on en revient souvent, en tout cas nous, chez Iconoclast, on, on démarre par les plus difficiles, c'est-à-dire qu'on les envoie faire du porte-à-porte, ils font du cold calling, ils se prennent vraiment des vrais noms, quoi. Ils dérangent vraiment les gens et ils se forment un petit peu à la dure, à l'ancienne. Et après, c'est beaucoup plus facile de faire du cold email, du cold LinkedIn, etc. Tu as parlé de TikTok tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as observé vraiment des nouveaux canaux et tu penses que c'est la suite ou on en revient aux fondamentaux? Non, non, je pense que, au contraire, le Covid, il a fait que les nouveaux canaux sont tellement saturés que je veux dire, il y a un moment, tout le monde faisait des lives. Je veux dire, Ouais. il y a un moment où tout le monde faisait des TikTok, des trucs, des machins. Enfin, là, il y a une saturation. Enfin, je sais pas vous, mais je pense que pour être un bon entrepreneur, il faut aussi pas mal s'observer et bien se connaître. Mais par exemple, moi, je vais plus sur Facebook, je regarde plus la télé, j'ouvre à peine YouTube. Je veux dire, tous ces sites, ils ont quand même des gros sujets d'audience, en fait. Hein. Instagram, ça me fait de moins en moins rire. Je veux dire, c'est même par. Enfin, le- par contre, je vois de plus en plus de groupes privés sur WhatsApp. Je sens Mhm. que les gens ont envie de retourner à de l'intimité et de la tribu. Donc, on est parti très très loin dans les audiences anonymes. On a trouvé ça très marrant que 25 000 personnes regardent nos vacances. Puis là, maintenant, on se dit, ouais, franchement, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et donc, les gens sont en train de revenir. Donc, je pense le Covid, on nous a mis sur une pente où le cold call, le cold email, euh, encore une fois, la capacité à être articulé, précis et direct a beaucoup, beaucoup de valeur en ce moment. Mhm. Mhm. Ok. Et donc, on en revient, quel que soit le canal, en tout cas, une recherche de one-to-one, quoi. Exactement. Ok. Merci beaucoup. On va passer à une phase plus interactive. Oussama, il y a déjà eu pas mal de questions. Vous pouvez continuer à les poser. Mais Sacha, je crois que tu en as noté quand même quelques-unes. Moi, j'en ai vu passer dans le Ouais, chat. j'en ai noté quelques-unes. N'hésite pas si pendant que je suis en train d'en poser, t'envoies d'enchaîner, mais j'en ai noté pas mal déjà du chat. Euh, donc, il y avait une première question de Pierre qui disait, est-ce que tu as des conseils, des outils pour booster l'efficacité d'une présentation sur Zoom, ça va? Euh, alors là, non, mais j'aimerais bien qu'on m'en donne. Non, j'ai rien vu de très, j'ai rien vu de très enthousiasmant. Mais Euh, après, le truc, c'est que je pense qu'il y a des outils mieux que Zoom qui sont en train d'apparaître. Déjà, des trucs comme Bonjour en sales sont assez enthousiasmants. Donc, je pense que Zoom, ça va pas tenir très longtemps. Il y a trop de, il y a trop de, il y a trop de, enfin, 5 clics pour le démarrer un call. Je pense que les gens vont finir par en revenir, quoi. C'est pas. Après, je vois les gens qui ont des vrais setups. Nous, il y a le fondateur de Fermint qui a un vrai setup Zoom de ouf avec un écran vert derrière lui. ouais. Et tout. C'est vrai que c'est agréable de faire des zooms avec lui, quoi. Il a un super micro, il a un super machin. À mon avis, il faut investir dans des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et il y a un commentaire d'Eddie qui parle justement de Klaxoon. Effectivement, si vous avez un écran Ouais. vert, vous pouvez utiliser Klaxoon, qui est une sorte de fond interactif. Et vous pouvez un petit peu être devant et animer, contrôler sur votre écran ce que vous montrez aux gens en même temps. Et ça, c'est pas mal. Ouais, Ça ça, fait un c'est peu sympa. penser à Prezi, ouais, Euh, effectivement. euh, alors ensuite, on avait une question de Shakib qui disait les meilleurs moyens d'engager les clients en période Covid. La meilleure façon, quoi? Quels sont les meilleurs moyens d'engager les clients pendant la période du Covid? Je pense qu'en ce moment, bizarrement, c'est l'email. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je sens que l'email, c'est l'outil gagnant de tout ça, quoi. Et c'est drôle, hein, tout le monde veut tuer l'email depuis 30 ans.
et l'email come back each time. Je veux dire, il y a, enfin, les Slack, les machins, ils n'ont pas réussi à tuer l'email en fait. L'email reste la façon la plus structurée de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas et d'être direct dans sa tête, incroyablement précis, de ne pas en faire trop. Pour moi, c'est vraiment l'outil non intrusif le plus efficace pour reach out les gens. Après, des gens qui savent écrire des emails, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça, moi qui reçois des centaines d'emails par jour, je suis toujours épaté par l'incapacité des gens à écrire des calls d'email corrects. Mais c'est pareil, c'est parce que les gens n'ont pas d'empathie. Par exemple, moi, un tiers de mes messages, c'est des gens qui me proposent de prendre un café. Ça ressemble à des trucs du genre Hello, j'adore ce que tu fais, t'es trop génial, t'es trop fantastique, et j'aimerais bien prendre un café avec toi. Voilà. Point. Et moi, je me dis, sur quelle planète ils vivent ces gens en fait? Parce que si c'est vrai que je suis génial, supposons que ça le soit, dites-vous qu'en fait, je suis un ouf. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller prendre un café avec eux? C'est-à-dire que moi, à leur place, je me dirais, mais putain, pourquoi je lui ai écrit en fait? Il est ouf, j'ai rien à offrir et je veux lui prendre le temps d'un café. Et en plus, imaginez le manque d'empathie de ces gens-là. Il y a un test qu'il faut toujours faire qui s'appelle l'universalisme des actions. C'est dites-vous que tout le monde fait la même chose que vous. Et vous regardez si votre action, elle est toujours aussi valuable. Donc maintenant, dites-vous que parce que vous envoyez un email demandant un café, il y a 400 autres connards qui l'ont fait. Est-ce que j'ai la capacité d'aller prendre 400 cafés par jour? Pas du tout. Ça n'a pas de sens. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça montre que les gens en ont vraiment rien à foutre des autres. Et c'est incroyable. Hein. C'est la base du sales, c'est l'empathie. Et d'ailleurs, tous les bons calls d'email que je reçois, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est des gens, en général, en 3 secondes, je sais que c'est intéressant. Quoi. Et c'est parce qu'ils sont directs, précis. Ils disent pas des choses qui servent à rien. Alors, les meilleurs, l'autre grande catégorie de call d'email que j'ai, c'est les gens qui disent je vais faire court, il y a 20 pages. Mais alors, eux, je veux leur remettre un prix. Je veux faire un truc. Un jour, je vais tous les réunir dans une salle, tous ensemble, et leur remettre une médaille. Quoi. Genre, qui pense qu'un email de 20 pages est court? Mais c'est pareil. C'est encore une fois, je me souviens, moi, la première fois que je me suis rendu compte de ça, c'était à l'école. Quand je me suis rendu compte à quel point les enfants intelligents n'avaient aucune empathie pour les profs. Tous les élèves un peu brillants, ils passent tous par leur phase où ils sont trop fiers du nombre de copies qu'ils écrivent. Moi, je me souviens, je sortais en prépa, machin, je sortais de contrôle d'histoire ou de philo, et on disait, ouais, j'ai écrit 20 pages. Et moi, dans ma tête, je me disais, putain, il y a un mec qui va devoir les lire. Et c'est fou parce que c'est quand même, vous imaginez l'ego qu'il faut avoir en étant au lycée, de croire que 20 pages écrites pendant un cours ont le moindre intérêt dans l'univers. Je veux dire, c'est un exercice, c'est pour savoir si vous avez compris la leçon. Je veux dire, vous avez déjà entendu un mec qui dit putain, on a eu une copie de philo, elle était tellement dingue, on a décidé de la publier aux éditions Gallimard. Ça n'est jamais arrivé peur de l'histoire de l'humanité, ça ne marche pas comme ça. Les gens qui écrivent des bonnes choses, en général, ils y passent une vie. Car pour écrire un bon bouquin de philo, en général, il faut 20 ans. Pour écrire un bon roman, il faut 10 ans de travail. Il n'y a personne qui, en 4 heures, dans une salle de cours, sur un exercice débile, peut avoir un tel geste. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, ces gens-là n'en ont rien à foutre des profs. Rien. Ils ne se disent pas, il y a un pauvre mec, il va se taper mes 20 pages, qui de toute façon, dans 6 mois, j'aurais honte de les avoir écrits. Enfin, d'ailleurs, moi, je pense que si l'État voulait un vrai leverage sur les gens, il garderait les copies de tout le monde. Et quand les gens deviennent célèbres, il les sortirait. Et comme ça, les gens auraient peur d'écrire trop. Parce qu'ils se diraient, un jour, ça va ressortir. Mais comme les gens savent, c'est un peu comme l'anonymat sur Internet. Les gens font n'importe quoi parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de conséquences. Mais pensez toujours empathie. Mettez-vous, il faut avoir cette capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre. Moi, quand je fais du business, je me demande toujours qu'est-ce que le type a à y gagner? Comment je peux aligner mes intérêts avec lui? What's very in for him?
Et pas pour moi. Moi, je trouverais mon intérêt. Mais demandez-vous d'abord quel est l'intérêt de l'autre. Et si vous comprenez ça, et si vous arrivez à y répondre honnêtement, eh ben, vous faites de la magie. Parce qu'après, si vous apportez aux gens ce qui les intéresse, mais là, tout le monde vous reçoit. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Merci Oussama pour ta réponse. Du coup, il y avait une autre question de Nabil qui disait, y a-t-il des boîtes qui sont en train de se démarquer au niveau de la formation en ligne, selon toi? Euh, Dans la formation en ligne, Ouais, exactement. écoute, il y a pas mal de choses. euh, Il y a pas mal de choses qui se font en ce moment. Euh, Moi, je trouve que Masterclass a fait quelque chose d'hors du commun. Ils ont rendu la formation en ligne glamour. Alors, les gens disent oui, nanana, ok, mais en attendant, ils ont ramené des superstars à donner des cours. Je trouve que les Khan Academy, YouTube, etc., bon, bah, ils ont quand même plié le game en donnant un savoir massif et disponible. Et en ce moment, ce qui est intéressant, c'est la génération Maria chez The Family avec Lyon. C'est cette nouvelle génération qui essaie d'apporter de la valeur ajoutée, quoi. Euh, euh, Alors ensuite, tu avais fini Oussama ou pas? Tu avais une Non, non, autre chose excusez-moi, à j'ai dire sur le juste une Ok, petite urgence que j'ai dû pas de traiter. souci. Donc, je disais, maintenant, toute la question, c'est comment apporter de la valeur ajoutée aux gens. Je pense que l'enseignement en ligne aujourd'hui a gagné les gens qui étaient des self-learners. Donc, tous les gens qui savent se self-motiver, c'est l'équivalent dans le sport. On est dans l'éducation en ligne, on en est au moment où les gens ont tous les outils pour aller courir au parc, mesurer leur performance et s'auto-motiver pour aller courir. Ça, c'est une catégorie de sportifs très particulière, hein. C'est les gens qui ont besoin de personne pour se motiver. Et il y a l'équivalent en éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes self-motivé, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez sur n'importe quel sujet, il y a tout, c'est fait. Ce game-là, il est plié. Le problème, c'est tous les gens qui ne sont pas capables de self-motiver. Et évidemment, c'est eux la majorité du marché, hein. C'est comme dans le sport. Je veux dire, pour 10 sportifs du dimanche, il y en a un qui, tous les dimanches, va courir à la même heure. Il faut, d'ailleurs, moi, je ne sais pas comment ils font ces gens dans le sport. Moi, s'il n'y a pas un mec du GIGN qui vient me prendre par le cul pour me bouger, jamais de la vie, je fais du sport. Enfin, et encore, des fois, j'essaie de me cacher et tout, il me charge dans les placards. Donc, maintenant, la question, c'est comment on fait de la formation en ligne qui marche avec les gens qui ne sont pas capables de s'automotiver. Iconoclast, c'est un très bon exemple de ça, parce qu'il y a des élèves, parce qu'il y a une promo, parce qu'il y a des exercices. C'est quand même beaucoup plus sympa. C'est comme aller faire du sport en groupe. C'est motivant. Mais il y a plein d'autres formes de motivation. Donc, ça va être très intéressant de voir tout ce qui va être créé. Bien. Merci, ça va. Ensuite, on avait une question de Kevin qui disait comment faire pour que des collaborateurs qui ont un profil très technique, très ingénieur, aient envie d'adopter un discours plus commercial. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de les mettre en frontal sur le support client. La meilleure façon de former les ingénieurs à autre chose que de l'ingénierie, c'est que moi, je pense qu'une bonne pratique, c'est que les devs dans toutes les boîtes devraient être en charge du support client à mi-temps. Et ça leur ferait les pieds et en général, ça transforme les gens très vite. Je crois qu'on avait reçu quelqu'un, Matt, qui disait que justement les ingénieurs ou les gens avec un profil plus technique écoutaient et passaient du temps avec les sales pendant les appels, justement, Ouais, pour c'est pas mal développer aussi. cette compétence. Ouais, ouais. Alors, ouais, c'est ça, Matt, hein. Ouais, c'était. Euh, Je crois que j'ai un petit trou de mémoire aussi, mais je suis quasiment sûr que c'était chez Spendesk, qu'en ouais, fait, je crois tous aussi. les C'est postes ça. de la boîte devaient à un moment donné se faire une journée de support client. Tout le monde fait le support client et je crois que c'est aussi chez Alan qui font ça. De manière à ce qu'à un moment Ouais. donné, n'importe qui bosse dans la boîte, en fait, est au service du client et doit être en contact avec les clients à un moment donné. C'est pas mal pour
pour essayer de se souder autour de la culture du client. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, je crois que c'était Spendes, c'est ça. Euh, Ensuite, on a une question de Dominique qui disait, est-ce que tu as un mentor ou sinon un entrepreneur qui t'inspire le plus? Pas vraiment, je suis pas bon public pour ça. Euh, Après, j'ai jamais eu, moi, enfin, dans le monde, je suis fan. euh, Par exemple, je suis une vraie groupie d'Alexandre Astier. Je suis un fanboy de quelques musiciens. Il y a des trucs que je trouve dingues dans le monde de la musique et tout. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me fait vibrer comme ça. Parce que je suis trop derrière le rideau et je vois les conneries marketing et machin. Enfin, Elon Musk, je l'admire à l'infini. Mais le problème, c'est que je vois trop derrière le rideau. Donc j'ai du mal à. Je pense que c'est un peu comme en cuisine. Quand tu sais comment c'est fabriqué, tu as du mal à, à être Oui. encore très enthousiaste, quoi. Donc je sais que ces gens-là, ils ont des problèmes monumentaux. Je connais leurs crises, je connais leurs enjeux, je connais leurs machins. Donc j'ai du mal à être d'avoir cette approche fan. Par contre, je l'ai en littérature, en film, en musique. Je vois bien. Donc moi, mes inspirations, elles sont surtout dans le monde de l'art plutôt, en fait. Ouais. Et je trouve, ce qui est marrant, c'est que Ok. il y a quand même, historiquement, il y a quand même des mecs qui ont fait des trucs invraisemblables. Jules César, Napoléon. Pour le coup, eux, ils me font plus kiffer que Bill Gates, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, Bill Gates, il est hyper fort, mais ça reste quand même du business, quoi. Le business, ça reste quand même moins intéressant que les autres sujets de la vie, quoi. Après, c'est une super gymnastique intellectuelle. C'est quand même plus sympa de faire du business qu'aller se taper dessus pour faire la guerre des Gaules. Moi, je suis plutôt content qu'on puisse plus aller conquérir des peuples à coups de machette. Hein. Enfin, c'est pas. Je vous dis pas qu'il n'y a pas une forme de progrès là-dedans, mais forcément, il y a moins d'adrénaline, quoi. C'est plus la même chose en fait. Donc c'est dur. Et puis on a eu un dieu sur Terre avec Steve Jobs. C'est vrai que Steve Jobs est un peu hors du commun, mais bon, il est tellement inaccessible. Moi, je trouve qu'il fait pas rêver Steve Jobs. Je trouve qu'il y a un côté, il est tellement inhumain. Il y a un côté tellement en dehors du temps qu'on peut se demander comment c'est possible, quoi. C'est- Apple, le mec est mort depuis 10 ans, ça continue à monter. Hein. Enfin, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, quoi. Et ouais. Mais donc, c'est dur d'être inspiré, je trouve. Ok, très clair. Ensuite, on avait une question de Sofiane qui disait, quel est le lien pour toi entre le développement personnel et les sales? Bon, le même qu'entre le développement personnel et n'importe quoi dans la vie, quoi. Si ça aide les gens à se sentir mieux, faut prendre. Hein. Mais c'est pas particulièrement lié aux sales, en fait. Les sujets de confiance en soi et les sujets de relation de soi à soi, il y a plein d'approches, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans un gouffre. Il faut faire attention à ne pas tomber dans un gouffre. Le gouffre, il est que souvent les gens, euh, ils ont ils ont souvent l'impression qu'en allant s'explorer eux-mêmes, en se posant des questions, etc., ils vont finir par trouver des réponses. Alors que des fois, ça aide de juste se mettre off et faire quelque chose un peu bêtement. Et le sens vient après. Donc, il faut faire attention avec ces quêtes de sens à tout prix, de coach, de machin. C'est sympa, il y en a des très bons. Certains sont des amis. Mais c'est comme tout. On approche de l'indigestion, là, en ce moment. Je veux dire, c'est super sympa d'avoir un job. C'est très cool d'avoir un salaire. C'est très cool d'aller en vacances. Enfin, les plaisirs simples de la vie sont aussi profondément fulfilling, en fait. Hein. Il y a des gens, ils sont pas faits pour faire des trucs de ouf. C'est pas leur truc, quoi. Et je sais pas comment on rend les gens à l'aise avec ça. Il y a un truc un peu cassé dans le storytelling. Il y a un truc un peu cassé dans le storytelling. Mais, et c'est dommage parce que ça fait souffrir les gens pour rien. Hein.
Je vois, par exemple, moi, donc, je reçois beaucoup d'emails et les emails qui, moi, me touchent vraiment, c'est quand je sens que les gens n'ont pas les bons rêves. Euh, Ça, je trouve ça dur. Je trouve ça très, très dur. Et souvent, ça vient du fait de croire qu'il y a des niveaux de valeur. Mais en fait, la vérité, c'est que les niveaux de valeur, on peut toujours les distordre. Par exemple, les gens pensent que je suis très successful. Je sais pas, ils voient mon appart, il y a un piano, ils se disent, putain, il a réussi. Bon, bah, moi, je me sens très pauvre par rapport à Mark Zuckerberg, quoi. Je veux dire, vous voyez, on a le même âge, Zuckerberg et moi, on est nés la même année. Si lui, il est en Ligue 1, moi, je suis même pas à Sochaux, quoi. Si vous voulez, là. Donc, je pourrais passer ma vie à me dire, putain, je suis une merde. Et pourtant, j'ai eu la chance de vivre des expériences et d'achieve des choses que des milliards de personnes ne feront jamais dans leur vie. Donc, vous voyez, le problème, c'est que c'est toujours très relatif, tout ça. Donc, vous pouvez pas, si vous êtes toujours en quête du rêve des autres, bah, vous ne pouvez jamais vivre avec le vôtre correctement. Donc, il faut faire attention à ça. Justement, par rapport à ça, on a eu pas mal de questions sur toi, Oussama. On te demande quel est ton pourquoi, en fait, pourquoi tu fais du business et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dedans dans un premier temps? Euh, Bah, moi, je suis tombé dans le business parce que j'avais besoin de gagner ma vie et je voulais vivre une vie suffisamment libre, donc j'avais besoin d'argent. Puis après, cette étape, elle est arrivée assez vite et je me suis rendu compte après que ce qui m'amusait moi, finalement, c'était pas qu'un jeu d'argent. Avoir 100 millions, 1 milliard, ça change pas grand-chose. Mais par contre, ce qui change, c'est d'avoir de l'impact sur les gens et moi, l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que mine de rien, il y a des milliers de gens dans le monde qui ont changé de vie parce qu'un jour, ils ont vu une de mes vidéos ou qui m'ont fréquenté. Et, euh, et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Je veux dire, ça donne une motivation pour une vie entière, quoi. Euh, Beaucoup plus que... Enfin, une fois que vous avez l'argent du lifestyle que vous rêvez, l'argent au-dessus... En plus, moi, je veux pas que mes enfants héritent. Je veux pas construire de génération. Je veux pas. C'est des poisons tout ça. Moi, mes neveux, je leur ai dit que de toute façon, quand je serai mort, il y aura plus d'argent, il y aura que des dettes. Donc, c'est pas qui n'espère pas trouver quelque chose. Je pense qu'on. Il y a une phrase d'un écrivain que j'aime beaucoup qui dit j'ai dépensé tant de millions en femmes et en alcool et tout le reste, je l'ai gaspillé. Je comprends bien ça. Je le vis bien. Mais donc, je fais pas du business pour l'argent. Enfin, si c'était juste un sujet d'argent, j'irais travailler chez Goldman Sachs. Et je prendrais un salaire. Mais vraiment, la capacité d'amener les gens à réaliser leur potentiel et réaliser leurs rêves, surtout quand j'ai l'impression que pour le coup, ils sont vraiment alignés avec leurs rêves et qu'ils ne sont pas en train de rêver à côté de la plaque. Ça, c'est quand même un plaisir unique au monde, quoi. Est-ce que tu vois les cryptos comme le début Mm. d'une nouvelle ère? Ouais. Ouais, je pense que les cryptos, ça y est. On a compris qu'elles allaient rester. Maintenant, too big to fail. C'est bon. C'est trop d'argent en Bitcoin pour que le Bitcoin s'arrête, quoi. C'est fini. Après, est-ce que vraiment ce sera à la hauteur des gens, des promesses? Ça, c'est sûr que non, quoi. Alors, il y a un infopreneur qui a peur d'être un arnaqueur. Ça fait 2 fois qu'il pose la même question, donc je vais quand même lui répondre. Lucien. Ouais, c'est Lucien, ça fait plusieurs fois qu'il poste. Ouais. Ouais. 3 fois. Ah, je l'ai vu que 2 fois, tu Comme quoi, vois. ça marche. Euh, Écoute, en fait, ton problème, c'est encore un sujet d'ego, en fait. Euh, Tu t'en fiches que les gens pensent que tu es un arnaqueur. La question, c'est est-ce que les gens qui ont besoin de ton truc achètent ou pas, quoi. Le reste. Donc déjà, la façon dont tu poses la question, à mon avis, tu es un peu à côté de la plaque. Parce que moi, par exemple, si tu regardes mes commentaires YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un charlatan, quoi. Euh, mais c'est pas mon problème, c'est leur. Je sais pas.
toi, tu dois avoir des clients, tu dois leur vendre ton truc et ça doit marcher. Et si ça marche, petit à petit, naturellement, ils feront du bouche à oreille, quoi. Donc, c'est pas. Il y a rien à faire. Ne jamais, jamais lutter contre les haters. Les haters, c'est pas tes clients. Au mieux, les haters, c'est ton département marketing. Je veux dire, par exemple, récemment, j'ai vu une histoire qui m'a beaucoup fait rire. Je vous raconte ça et je vais y aller. Euh, je me suis pris la tête dans une boucle avec des business angels. Et il y a un business angel qui a envoyé l'article qui a été écrit sur moi dans l'Express, qui raconte la face sombre d'Oussama Hamar. Je vous invite à lire cet article dans l'Express. Et, euh, et donc, c'était une façon de me discréditer. Et ça m'a trop fait rire parce que j'ai écrit en privé j'espère pour vous que tout ce qui est écrit dans cet article est faux. Ça m'a fait mourir de rire. Parce que je me suis dit, si le type il croit vraiment à l'article, moi, si je crois vraiment que je suis un dangereux trafiquant qui a des affaires louches et des cadavres dans le placard, mais putain, j'irai pas du tout le vexer dans une boucle email. Hein. Je fermerai plutôt ma gueule. Quoi. Donc, tu vois, les problèmes d'image, c'est que c'est toujours à triple tranchant, quadruple tranchant. Tu peux pas maîtriser à 100% ton image en 2021. Si les gens pensent que tu es un arnaqueur, ben, c'est leur droit. Ce qui compte, c'est que les gens qui sont tes clients, eux, soient heureux. Et moi, ce que je sais, c'est que les entrepreneurs de famille sont heureux, point. C'est tout. Il n'y a pas d'autre sujet. Quoi. Une dernière question, peut-être? Ouais, il y a Mathilde qui a posé une question, qui a reçu un plus un. Qu'est-ce qui pique ta curiosité dans les 400 Ouais. demandes que tu reçois par jour? Bah, c'est toujours la même chose. C'est des gens qui ont l'air de savoir ce qu'ils font. C'est pas si courant que ça. Hein. Sur les 400, c'est 2-3 personnes par jour. Hein. C'est vraiment. En fait, ça se sent tout de suite quand les gens savent ce qu'ils font. C'est, et pour savoir, et en général, les gens qui savent ce qu'ils font, c'est parce qu'ils bossent dur et ils ont assez peu d'ego et assez peu de. Par exemple, je vais vous donner un autre cas de cold email que je ne comprends pas. J'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête des gens pour écrire ça. Donc, ils écrivent des emails du genre, voilà, je vous contacte parce que j'adore ce que vous faites, blablabla. D'ailleurs, j'ai une idée où vous et moi, on pourrait gagner des millions. Contactez-moi vite. Les mecs, ils se croient sur Netflix ou quoi? Enfin, genre, ils pensent vraiment que quelqu'un de sérieux au monde va se dire, oh putain, il y a des millions. J'arrête tout ce que je fais là. Je vais contacter ce mec. Et surtout, en plus, c'est l'idée, en fait, que la seule motivation de ces gens-là, c'est l'argent, et ça marche pas. En fait, alors déjà, tout le monde s'en fout de leur teasing. Ensuite, ça montre que leurs motivations, elles sont quand même très limitées, parce que dès qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'argent, bah, ils vont abandonner. Et en fait, quand on soutient des entrepreneurs, on cherche des gens qui ont vraiment l'impression de profondément savoir ce qu'ils font. Parce que c'est tellement dur de gagner de l'argent pour de vrai sur le long terme que personne n'est à la recherche d'un coup. Les gens sont à la recherche de quelque chose de profond où ils peuvent construire dans le temps. Ils ne sont pas à la recherche d'un coup pour gagner quelques millions. Quoi. T'as pas mal de demandes de Ouais. café hein, dans le chat. Hein. De quoi? T'as pas mal de demandes pour prendre un café ou une bière hein, dans le chat. Hein. Ouais. C'est quoi le meilleur moyen avant que tu en ailles pour te suivre, vu que on a bien compris que les emails c'était un peu saturé. Est-ce que c'est toujours YouTube? Est-ce que c'est LinkedIn pour les gens qui veulent te suivre, puisque tu as changé d'avis de pas mal de monde, mais il y en a d'autres qui voudront en profiter. Ouais, c'est une bonne question. Écoute, j'ai cédé cette semaine. Ça fait longtemps qu'on me le demande et tout. J'étais pas très motivé, mais j'ai trouvé la vraie motivation pour le faire. Je vais lancer un site internet qui va rassembler un peu tous les conseils de vie, tous les machins que je fais, une newsletter et en français. Parce que grosso modo, moi j'ai disparu de la scène française il y a 1 an et demi parce qu'on a switché 100% en anglais. Je commence à recevoir des emails touchants de gens qui me disent que bon, quand même, c'est génial l'anglais, mais qui préféraient m'entendre en français. Et donc, je vais lancer oussamahamar.com en français. Et je vais faire ça dans les semaines qui viennent. Ouais, mais Quentin daedalium.com, c'est en anglais, justement. Je vais lancer l'équivalent en français, quoi.
Alors, Mathilde, quelle est la méthode que tu emploies avec tes enfants pour en faire des top performeurs et des machines de guerre? Alors déjà, si tu veux transformer tes enfants en machines de guerre, elles ne deviendront jamais. Je l'ai vu des milliers de fois dans l'éducation. Tout ce que les parents projettent, l'inverse arrive. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a une malédiction. Je suis sûr que les dieux, ils aiment bien faire ça aux parents. Que le vrai sujet des parents, c'est le selfless. Si on veut vraiment réussir avec ses enfants, il faut les aimer quoi qu'il arrive, même s'ils sont débiles et au chômage. Et que atteindre ça, c'est très dur. Mais quand on atteint ça, en général, ils deviennent des top performers et des superstars. Mais dès qu'on projette chez eux des envies, des machins, de la pression, les enfants ont une capacité incroyable à le transformer en négativité, quoi. Donc détendez-vous. Mettez vos enfants sur YouTube et tout se passera bien. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup, ça va. Ciao, ciao.